Bonjour à tous. Je viens de réaliser un tableau comparatif entre l'épreuve Bac+3 et l'épreuve Bac+5 pour le CAPES de lettres modernes, l'épreuve numéro 2, donc qui s'appelle deuxième épreuve d'admissibilité pour le Bac+3 et épreuve disciplinaire appliquée pour le Bac+5. J'ai rassemblé les points communs en lisant, donc j'ai pris appui et pour source et pour référence le sujet 0 du CAPES Bac+5 et le sujet 0 du CAPES Bac+3. Voilà. On va lire ensemble donc du coup ce que j'ai noté. Donc on commence par la première question qui porte sur la sémantique historique. Les deux exercices se rassemblent et se rejoignent, sauf que pour le Bac+5, ça vaut 2 points, pour le Bac+3, ça vaut 4 points. On va avoir 2 mots à décrire avec de l'origine du mot jusqu'au français moderne. Il va falloir faire toutes les remarques morphologiques et sémantiques possibles avec une proposition d'analyse historique sur les extensions, les restrictions de sens, le glissement du sens, l'affaiblissement ou le renforcement du sens. Donc ça, c'est le premier point de notre développement. Ensuite, il va falloir mettre en évidence la structure, donc avec l'étymologie, le procédé de construction, si ça a été construit par dérivation ou non, de composition, ainsi que voilà, les empreintes. Est-ce que c'est un mot qui a été emprunté à une langue ou à une autre, de où ça nous vient. Troisième point, il va falloir faire une définition de la catégorie dans laquelle s'inscrivent les occurrences correspondantes. Donc, admettons, on a 2 mots, ce sont 2 adjectifs. Il faut préciser que ce sont 2 adjectifs et définir ce qu'est un adjectif, donc un mot variable en genre et en nombre, par exemple, etc. Utiliser des repères chronologiques motivés et préciser dans quelle étape de l'évolution s'inscrivent les occurrences. Donc, des repères chronologiques, par exemple, je sais pas, je pense à l'ancien français, donc au départ on avait un S, puis un X, puis les S ont disparu et les X se sont transformés, ça dépend des mots, mais parfois c'est devenu AUX, etc. Et du coup c'est, enfin il y a des étapes, c'est, je sais plus, au XVe siècle, là c'est la fin, avec l'histoire des S. Bref, je suis pas à jour dans mes fiches, mais je pense que c'est de ça dont il est question. Préciser l'étape dans laquelle l'évolution du mot, l'étape de l'évolution, préciser dans quelle étape de l'évolution s'inscrivent les occurrences. Donc les 2 mots dans le contexte, dans le texte. Comme on a décrit juste avant nos étapes, il faut qu'on précise à quelle étape se trouve le texte. Enfin, le mot dans le texte, dans quel contexte et à quelle étape de l'évolution. Dans la réponse, il faut faire une étude de l'insertion des unités lexicales dans le texte. Voilà. En plus de ce que j'ai dit là, il faut analyser le sens dans le texte, voire citer la phrase ou l'extrait, le groupe de phrases, etc. en reprenant, en ouvrant les guillemets et en citant. Très important. Donc ça, c'est le premier point commun. Ensuite, Bac+3 va introduire une nouvelle question qui vaut 2 points. Donc cette question, c'est sur l'orthographe. Il va falloir rédiger également une introduction de la notion et les occurrences. On est ravis. Expliquer la relation phonie-graphie, donc le son plus comment ça s'écrit, et faire une transcription en API, donc alphabet phonétique international. L'analyse de l'ensemble des occurrences, une réponse organisée et un plan apparent. Donc même chose que pour la grammaire, pour la stylistique, réponse organisée, plan apparent. Sauf que là, on ne doit pas faire une problématique pour la question à 2 points. Réflexion sur les correspondances entre code écrit et code oral. Exemple, donc du coup, voilà, j'ai mis l'exemple du sujet 0. Donc la question, elle portait sur les marques de genre des adjectifs qualificatifs. Donc les marques de genre,
féminin ou masculin, comment ça se transcrit à l'écrit et à l'oral. Je dis une bêtise, par exemple, on peut avoir un E qui se met à la fin mais qu'on n'entend pas à l'oral. Je pense que c'est ça qui est attendu. Regarde, en plus, je viens de le faire dans mon dernier exercice de grammaire. Tac, tac, tac. Je vais regarder mon cahier. Voilà. Par exemple, avec l'adjectif pourri. Pourri, pourri. Au féminin avec un E. Bah, ça se prononce exactement de la même façon. Donc là, on peut préciser que le E apparaît pour marquer le féminin. Mais que du coup, au niveau à l'oral, le E ne s'apprend pas uniquement féminin pour indiquer le genre. Je pense que c'est ça qui est attendu. Grammaire. L'exemple de fou pourri. Une question. Non, on n'a pas le droit de le dire. Grammaire. La première question, parce que pour le bac plus 3, ça se divise en deux questions. En tout cas, la question qui est la même pour le bac plus 5 et le bac plus 3 vaut 6 points pour le bac plus 3, 4 points pour le bac plus 5. Donc il faut une introduction et un plan. Oui, je l'ai appelé petit A du coup pour le bac plus 3. Une partie où les deux textes, notions grammaticales, oui, ça peut porter sur une partie, voilà ce que je voulais dire. Donc déjà là, ça va pas ma fiche. J'arrive pas à me relire, c'est que ça va pas. Le relevé d'occurrence, ça va être précisé dans la consigne. Soit ça va être sur une partie du texte, soit sur le texte ou les deux textes. On ne sait pas, en tout cas, été précisé ça dans le sujet 0. Les deux textes, ça me semble quand même beaucoup, mais après, ça dépend quels sont les textes et le nombre d'occurrences. S'il y a que 5 occurrences dans un texte et 5 dans l'autre, bah forcément c'est sur les deux textes parce que il était indiqué que ça représente environ une dizaine d'occurrences. On sait qu'il y en a une dizaine. Donc il faut. Donc ça porte sur la notion grammaticale. Le sujet, c'est sur une notion grammaticale. Il faut faire une introduction en définissant cette notion. Un relevé des occurrences et un classement raisonné avec le titre de partie et sous-partie qui sont apparents. Une analyse des occurrences qui repose sur des opérations linguistiques. Donc bien préciser l'opération linguistique pour justifier le repérage des occurrences problématiques. Donc s'il y a une partie cas problématique, on fait nos exercices et nos opérations linguistiques. Celui-là, il est un peu particulier. On ne sait pas trop dire, il est pareil adjectif, fonctionne comme un adverbe, etc. Il nous pose question, on le met dans les occurrences problématiques. Voilà. Ensuite, pour le bac plus 3, il y a une deuxième question de grammaire. Donc en fait, la grammaire au total, elle est sur 8 points. Je réalise en même temps. Donc sur 8 points, il y a une deuxième question. Donc on va avoir un segment de phrase. Il va falloir faire toutes les remarques grammaticales possibles dessus. Dedans, il va falloir identifier dans le segment le mot, les syntagmes ou la proposition, classe et fonction des mots. Je sais pas par contre, mais je pense qu'il faut rédiger, donc on peut pas faire l'espèce d'arbre. Dites-moi peut-être où vous allez savoir. Si vous faisiez aussi là les arbres, je l'ai fait en licence l'année dernière, puisque du coup j'étais en congé de formation, j'ai repris une licence. On devait faire l'arbre où en fait on partait de la phrase, on disait d'abord le syntagme nominal, on encadrait. Dans le syntagme nominal, il y a le déterminant, le nom, l'adjectif. Enfin, vous voyez, et du coup ça faisait un arbre. Je ne sais pas si finalement les arbres sont autorisés ou pas. Faudrait regarder avec le rapport de jury qui va apparaître. Mais bon, en tout cas, faire l'arbre au brouillon, ça peut que nous aider pour être sûr de ne rien manquer. Mise en évidence des faits les plus marquants. Donc si dans cette phrase il y a une fonction qui est dominante, visiblement faut le souligner et l'expliquer. Hiérarchisation, donc macrostructure et microstructure. Donc pour moi la macrostructure, ça va être si on a la principale. Ensuite la deuxième phrase, si on a une phrase complexe, une phrase simple, et si on a une phrase complexe, comment elle se segmente.
Et les microstructures, c'est à l'intérieur en disant, voilà, là, ici, on a un complément du nom, comment il s'opère et quels sont ses constituants. On prend ça comme ça. L'utilisation d'opérations linguistiques, donc là aussi, pour justifier substitution, déplacement, suppression, ajout, etc. Tout ça. Ensuite, stylistique. Donc là aussi, c'est commun, et d'ailleurs, je précise qu'en lisant les deux sujets 0, dans les sujets de Bac+3, il était bien indiqué qu'il fallait se référer pour la stylistique, pour la sémantique historique et pour la première question de grammaire au rapport de jury et aux annales du Bac+5. Donc voilà, ils le disent clairement, c'est la même chose qui est demandée. Donc ça va être l'analyse de l'un des textes ou des deux, ça dépend. Oui, la stylistique, donc 4 points Bac+5, 8 points Bac+3. Pourquoi j'ai marqué les questions de sémantique historique et de grammaire? Oui, je viens de comprendre. J'ai pas terminé ma phrase, c'est pour ça. Donc là, j'avais noté les questions de sémantique historique et de grammaire. J'ai marqué là. Prendre, puis, sur. Bon, du coup, ma phrase, elle va être moche. Bref. En gros, ce qui est dit, c'est que voilà, l'analyse stylistique, elle peut prendre appui sur ce qui a été relevé précédemment, donc l'analyse sémantique historique et la question de grammaire. Il va falloir faire un commentaire répondant à une problématique. Attention, ne pas prendre l'intitulé du sujet. La problématique, faut pas que ça soit le sujet. Avec introduction et conclusion, faisant apparaître un plan avec des titres et des sous-titres. Il va falloir rendre compte d'effets de langue, donc énonciation, organisation textuelle, syntaxe métrique, lexique et rhétorique, etc. Donc là, c'est les grandes parties de la stylistique, surtout l'énonciation, je pense que c'est le plus important. Pour chaque texte, il faut parler de la situation d'énonciation, c'est indispensable. Faire des liens entre ces faits. Voilà, il faut pas que ça soit en mode énumération tirée, il faut quand même que le plan il soit construit et réfléchi et joli. Didactique. Donc ça, c'est uniquement pour le Bac+5. Donc ceux qui font Bac+3 ne vont pas être uniquement, ne vont pas forcément être intéressés par cette partie. Après, c'est quand même intéressant parce que je pense que c'est ce que vous allez étudier pendant votre première année de master. Et ce à quoi vous allez être formé tout le long de votre master pour être capable de construire vos séquences. L'approche de la séquence, donc c'est sur 4 points. Là, on va nous demander de fournir un titre de séquence le titre de séquence doit rendre compte de l'unité du corpus, donc c'est-à-dire du premier document au dernier document, en fonction du programme et du niveau qui est donné. Voilà. Il va falloir donner des justifications précises de notre choix en s'appuyant sur les enjeux du corpus. Donc il faut toujours revenir au corpus et citer le corpus. Il va falloir donner des objectifs de séquence clairs qui prennent en compte l'ensemble des documents. Et dans les objectifs, de toute façon c'est précisé dans la consigne, c'est les objectifs pour l'oral, l'écriture et la lecture. Donc à l'écrit, à l'oral et les objectifs de lecture. Ça, c'est des objectifs qui sont disponibles dans chaque programme. Il faut les apprendre par cœur, tout simplement. Ensuite, on a la question B. Alors là, j'ai marqué proposition didactique, absolument pas 10 points. On est sur 6 points. C'est l'ensemble qui fait 10 points. La proposition didactique, donc là, ça va porter sur une notion de grammaire. Donc, par exemple, ils vont dire, je sais pas, moi, avec la classe de 5e, telle notion, là, le sujet 0, c'était les accords dans le groupe nominal pour une classe de seconde. Il faut faire un exposé de la notion, donc, comme pour la question de grammaire. Finalement, en fait, la grammaire, elle est plus développée pour le Bac+3, mais nous, on retrouve de la grammaire dans notre proposition didactique. On fait de la grammaire, mais
directement avec une transposition didactique. Présentation de la notion dans le programme. Donc là, une fois qu'on a présenté la notion, on va présenter dans le programme cette notion. Difficulté, point clé, prérequis, enjeu. On va devoir mettre un contexte pour nos activités. Il faut qu'il soit en lien avec la séquence, donc toujours justifié. Présenter un ensemble d'activités en exploitant l'ensemble des documents. Donc même s'il y a un document pour lequel on souhaite moins travailler avec, etc., ou ne pas l'utiliser, il faut quand même le citer et le justifier, je pense. C'est vraiment ne pas oublier de document. Mais je pense qu'il est possible de dire cet exercice-là peut me servir pour la réflexion et la construction de ma séquence, mais ce n'est pas un exercice que je donnerai pour ce niveau-là, parce que là, à partir du moment où c'est logique et raisonné, je pense que c'est ok, mais il faut montrer. Faut pas juste si on dit que ce document-là, cet exercice-là ne sert à rien, il faut pas juste le mettre de côté, il faut justifier. Donc on le cite, il faut citer l'ensemble des documents. Cette activité développe un ensemble de connaissances linguistiques et de compétences langagières avec justification en s'appuyant sur des objectifs d'apprentissage, donc toujours dans une logique de progression. Une fois qu'on a dit nos prérequis, on sait notre point de départ, il faut qu'on précise notre point d'arrivée, comment on va y arriver. Et en gros, à la fin, ça disait comment ça se divise en 3 parties: présentation de la notion, enjeu de transposition didactique et présentation d'un projet de séance. Voilà. Donc la séance de grammaire. Là, c'est vraiment la séance de grammaire. Parce que du coup, en didactique, je lisais, en fait, il y a 2 choses. Quand on est sur l'étude d'un texte, je pense qu'on peut faire un point de grammaire. J'ai du mal encore avec la façon dont on le nomme. Il y a une différence entre le point de grammaire et la leçon. Voilà. Le moment de grammaire et le point de grammaire. Le point de grammaire, c'est vraiment l'objet du programme. C'est les lignes dans notre programme. On a un certain nombre de points de grammaire à voir. C'est vraiment ce qui fait l'objet d'une leçon. Et le moment de grammaire, donc c'est court, c'est à partir de textes à l'étude, donc de nos objets d'étude, on travaille les textes. Et là, on peut introduire un moment de grammaire qui pourra servir d'introduction pour notre point de grammaire, peu importe comment on le construit, ou pour revenir dessus, pour travailler les automatismes. Mais il faut différencier le moment de grammaire et le point de grammaire. Et il faut préciser que on ne travaille pas uniquement la grammaire seule. Enfin, si, quand on fait une leçon, on dédie un temps avec, parce qu'on a besoin de vérifier un certain nombre de points, de faire des opérations linguistiques et de vérifier des automatismes et de laisser une trace écrite. Mais le moment de grammaire, c'est vraiment un petit instant court avec le travail de texte. De toute façon, l'apprentissage de la langue se fait avec le travail de texte. Donc voilà. Voilà un petit peu pour l'instant ce document qui est pas hyper gracieux. J'aimerais bien le réduire sur 2 pages. Ah oui, j'avais noté un petit peu plus de précision sur la sémantique historique. Vraiment ce qui est attendu, parce que j'avais trouvé ça donc un paragraphe intéressant et je l'avais noté. Mais sinon, globalement, voilà comment se présentent les épreuves.